de la compta. Salut à tous, samedi 12h45, c'est l'heure de Plus Clair et de toute l'actu média. Les images, les enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités sur ce plateau. Au sommaire de ce numéro de Plus Clair, nous commencerons comme chaque semaine avec notre Média Mix. C'est l'essentiel de la semaine média en images et en 5 minutes. La Ligue de football a pris sa décision. Les droits de diffusion ont été attribués à Canal+ et à l'opérateur Orange. Les dessous de cette rude négociation, Rodolphe Belmer, directeur général de Canal+, a répondu à nos questions. Notre Zoom, un défi qui tourne mal pour Sébastien Coé. Il s'est brûlé sur le tournage de sa quotidienne. Que s'est-il vraiment passé? Nous avons les images. La télé publique sans pub, nouvel épisode. Mardi, les patrons de chaîne avaient rendez-vous au Sénat, ambiance à couteau tiré, nous étions en coulisses. L'affaire média de la semaine, le président de la République qui attaque le nouvelobservateur.com après la publication d'un texto évoquant la vie privée de Nicolas Sarkozy. Nous recevons dans quelques minutes Éric Routhier, il est l'auteur de cet article qui a fait scandale. Depuis le dépôt de cette plainte au pénal, une première dans l'histoire de la Ve République, le journaliste s'expliquera sur ses motivations en exclusivité sur notre plateau. Invité de Plus Clair également, le boss du disque en France. Il est aussi juré de la Starac. La saison 7 est stratégique pour lui. Pascal Nègre va-t-il cette fois trouver la perle rare? Sans oublier vos autres rendez-vous, le zapping, les télé avec cette semaine Flavie Flamand et Harry Roselmack, la Webzone, l'Observatoire des séries et notre télé des voisins. Pas de saint, pas de paradis. C'est le titre de la série qui fait parler d'elle en Espagne. Voilà, on commence tout de suite avec l'actu de la semaine. Résumé et mixé par Plus Clair, c'est le Média Mix préparé par Laetitia Krupa et Théodore Bourdeau. C'est parti. Lundi, il y avait un duel à forte charge érotique en prime time. D'accord. Sur TF1, la plastique appétissante d'Ingrid Chauvin contre la sexualité à la loupe sur France 3. L'orgasme, la contraception ou encore les pannes sexuelles, les troubles de la libido, la première fois. Et c'est le téléfilm de la Une qui l'a remporté haut la main avec 33,3% de part de marché. Il faut dire que les décolletés vertigineux de la belle Ingrid avaient de quoi convaincre. Avec sa spéciale sexualité, France 3 a récolté 14,6% de part de marché le même soir. Un score raisonnable qui s'inscrit dans la lignée des soirées sur le cancer ou les accidents domestiques, déjà présenté par le duo Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos. Pourtant, cette fois, ils avaient mis le paquet. Objectif, 0 tabou. Quand on introduit un doigt en crochet comme ça à l'entrée du vagin, les gros sexes sont très fiers et déambulent comme ça. Un peu trop brut peut-être pour un lundi soir. Vous savez comment on dit pénis en argot? Au décryptage médical, les téléspectateurs ont préféré le fantasme. Je sais pas comment vous remercier. Jeudi soir, la belle Isabelle Adjani n'a pas eu cette chance pour son retour à la télé. C'est l'objet d'une si méchante humeur. Après 30 ans d'absence, elle a décidé de défendre Figaro de Beaumarchais et s'est pris l'un des plus gros gadins de la semaine, seulement 7,6% de part de marché. Allez, laissons ces folies. Mardi, l'AFP a décroché le scoop de la semaine, l'interview et les photos exclusives de Jérôme Kerviel, le trader qui valait 5 milliards d'euros. C'est effectivement un énorme scoop puisque la presse entière, française et étrangère, était sur ses talons. Traqué par les médias du monde entier, le trader a choisi de parler à l'agence française et c'est elle qui a fourni la presse internationale. C'est une information qui a fait les unes du Financial Times, du Tribune à Paris, d'El País et de pas mal d'autres journaux dans le monde. Mardi soir, le scoop de l'AFP a fait le tour des JT et sur certaines chaînes comme France 2 et iTélé, on a même pu voir l'interview de l'intervieweur de Kerviel, Pierre Rocchiccioli, le journaliste de l'AFP. Je l'ai trouvé détendu. Il est un peu timide, enfin il s'exprimait un mot compté. L'interview a été réalisée par l'AFP elle-même pour éviter à Pierre Rocchiccioli de faire le tour des plateaux télé et radio. On a eu le sentiment qu'on avait tout de même quelque chose de vraiment hors norme entre les mains. Et c'est ce qui justifie cet entretien. Et le scoop de l'AFP prend d'autant plus d'importance que Jérôme Kerviel a été placé hier en détention provisoire. Il faudra donc attendre le procès pour que le trader de la Société Générale s'exprime à nouveau dans les médias. Il s'en passe des choses ici, il s'en passe sur l'avenir. Regardez, c'est le jour de carnaval ici. Oui, à Téléshopping. On l'a appris mercredi, Laurent Cabrol quittera le téléshopping à la fin du mois de mars. Après 16 ans de bons et loyaux services, tous les matins à 8h30, l'animateur s'est fait congédier sans appel.
Alors là, ça calme. Et décidément, il souffle comme un air de jeunisme sur TF1. Le départ de Laurent Cabrol suit de près celui de Charles Villeneuve, sexagénaires tous les deux. Ce que l'on m'a laissé entendre, c'est que je ne faisais plus partie de l'avenir. On ne pouvait plus conjuguer l'avenir avec moi à Téléshopping. À partir du moment où on ne peut plus conjuguer l'avenir avec quelqu'un parce qu'il a 61 ans, je comprends que c'est parce qu'il est trop vieux. Trop vieux, Laurent Cabrol? Pourtant, il ne s'est jamais laissé aller. Regardez-moi ce look, jean vintage et petit déhanché maîtrisé. Ah, dis donc, ça chauffe, les amis. Regardez ça, regardez ça. Nous reviendrons ici pour en parler un petit peu plus, là. Pour Téléshopping, l'animateur s'est toujours donné à fond. Chaque matin, il était suivi par 400 000 téléspectateurs en moyenne. Les chiffres d'affaires sont excellents, m'a-t-on dit. Les audiences sont satisfaisantes, m'a-t-on dit aussi. Et puis dans la foulée, on me dit que voilà, maintenant Téléshopping, ça va se passer sans moi. Donc c'est brutal, c'est désagréable, c'est triste parce que j'adore l'équipe de Téléshopping. En attendant, Laurent Cabrol va sortir un livre dans 3 semaines sur le réchauffement climatique et on le retrouve tous les jours sur Europe 1 pour la météo. Maintenant, je m'investis à fond dans la météo, qui est toujours mon grand bonheur, mon grand plaisir. Et je ne lâche pas la météo et je suis à Europe 1 et fier de l'être. Mais quand même, le Téléshopping sans Cabrol, c'est comme le droit de savoir sans Villeneuve. Le patrimoine du PAF en prend un sacré coup. On revient au sèche-linge, tout de suite. À part le journalisme, quel est le point commun entre Claire Chazal, Laurence Ferrari et Mélissa Thuriot? Elles sont toutes marraines de l'opération La Rose Marie-Claire qui aide à scolariser les fillettes du Cambodge. Elles étaient réunies mercredi pour la conférence de presse du lancement de la 3e édition. Celle qui est à l'origine du projet, c'est la directrice de Marie-Claire, Tina Kiefer. C'est important pour moi d'avoir pour marraine des femmes qui, par leur métier, sont confrontées au quotidien aux réalités du monde, puisqu'elles présentent les JT. On va se répartir un petit peu le plan média, comme on dit, mais bon, c'est obligatoire. En fait, le plan média a commencé en novembre avec la couverture de Paris Match qui est sortie à la suite du voyage des marraines au Cambodge. Mais Claire Chazal a voulu aller plus loin et apporter sa petite touche perso. J'ai tourné en allant là-bas, donc je vais diffuser sur TF1 un petit sujet. Je reprends donc la plume du grand reportage, ou des reportages pour l'occasion. Et Mélissa Thuriot s'y met aussi. Son sujet sera diffusé dans Zone Interdite courant mars. Comment sont formées les personnes qui sur place travaillent non-stop, comment les petites sont aussi recrutées et comment on va informer les familles. Donc c'est tout ça que je vais essayer de mettre dans ce sujet. Le point d'orgue de la campagne, ce sera pendant la semaine de la femme du 2 au 9 mars. Et Laurence Ferrari se présente déjà comme l'ambassadrice de Choc. Moi, je suis allée sur le terrain, je suis allée au Cambodge, j'ai vu les bidonvilles, j'ai vu où vivent les gamines. Donc maintenant, moi, je peux vous dire que l'argent, il est utile. Mercredi soir, après plusieurs semaines de suspense, la Ligue de football professionnel a attribué les droits de diffusion pour la Ligue 1 à Canal+ et à Orange. 9 lots pour le premier, 3 pour l'opérateur téléphonique. Comment se sont déroulées ces négociations? Rodolphe Belmer, directeur général de Canal+, a répondu à nos questions. C'est parti! C'est parti! Avec Benzema! De la franche camaraderie et du tirage de maillots, c'est tout le charme de la Ligue 1. Le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thiriez, peut être satisfait. Canal+ avait fait il y a 4 ans un gros chèque de 600 millions d'euros pour retransmettre les matchs premium, c'est-à-dire les plus belles affiches de la Ligue 1. Cette fois, la Ligue touchera 668 millions, mais la facture sera partagée entre Canal+ et l'opérateur Orange, qui s'invite sur le marché du foot à la télé. Grand perdant de cette vente aux enchères, France 2, qui est totalement éliminé du paysage. On a demandé à Rodolphe Belmer ce qu'il pense du résultat du match sur les droits du foot. Alors, ces montants des droits de la Ligue 1, un bon prix? Je pense que c'est un bon prix globalement. C'est un bon prix d'abord pour le foot français, puisque le foot français avait des revenus d'environ 660 millions d'euros précédemment. Là, ils sont en 668, c'est un petit peu plus. Donc ça va leur permettre d'être dans une démarche de vitalité, donc de continuer à investir. Donc c'est bien pour eux. Et ça va leur permettre de faire un spectacle encore meilleur, donc nous on est très contents. Puis c'est un bon prix pour nous, parce qu'avant nous on payait 600, et puis maintenant on paye 460. La compétition entre opérateurs, c'est bon pour le foot? En l'occurrence, nous on est plutôt satisfaits, puisqu'on a une offre de foot qui reste sans aucune comparaison, comme c'était précédemment, avec le meilleur du foot et tout le foot, donc c'est vraiment très bon pour les abonnés. Et en même temps, l'arrivée de ces nouveaux concurrents qui ont trouvé leur bonheur quand même là-dedans, quand même, financent bien la Ligue
financement que nous, on n'a plus à apporter. Donc franchement, on n'aurait pas à se plaindre. S'il y a des gens très riches qui veulent venir faire apporter de l'argent dans le système, c'est parfait. Daniel Bilalian, directeur des sports de France 2, mécontent. Vous en pensez quoi? Alors moi, je n'ai rien de précis à répondre à Daniel Bilalian. C'est vrai qu'il y a eu un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est un peu comme une compétition sportive. Et que pour qu'il y ait des vainqueurs, il faut forcément qu'il y ait des gens qui perdent. Mais le fait de participer à une épreuve sportive, ça veut dire qu'on accepte de perdre. Et un peu de fair play n'est pas superflu quand on parle de sport. Et la négociation sur les droits de la Ligue 1, c'est un résultat satisfaisant? On est très content et c'est vrai qu'on est assez soulagé parce que c'est quand même des processus qui sont assez stressants. Donc on est très content et très soulagé. Ouais. À force de vouloir relever les défis les plus fous, Sébastien Coé s'est brûlé, non pas la tête, mais les pieds. C'était jeudi dernier sur le tournage de La Quotidienne, qui s'arrêtera d'ailleurs à la mi-février. Blessure assez grave pour Sébastien Coé. Alors que s'est-il exactement passé? Faut-il prendre tous les risques pour faire une émission spectaculaire? Julien Dugast. Et dans La Quotidienne, son émission de défi sur TF1, Coé passe son temps à nous répéter que surtout... C'est génial, non? Ne faites pas ça chez vous! Bon, en fait, il ferait bien mieux de s'occuper de sa propre sécurité, parce que dans son émission... Est-ce qu'il y aura des choses dangereuses? Oui, nous repousserons encore les limites. Oui. Est-ce que je vais me faire mal? Oui, Coé s'est fait mal. Jeudi 31 janvier, l'animateur-producteur enregistre un défi, marcher sur des braises. Qui a eu l'idée de se parier à la con, en fait? Ses chroniqueurs s'y collent sans problème, seulement voilà... J'ai une peau de bébé. Non, contrairement à ses collègues, Coé ne reste pas assez longtemps sur cette serpillière humide. Donc il y a... Voilà. Et voilà. Résultat... J'ai les pieds qui sont en train de brûler. Et là, il a vraiment mal et s'est carrément brûlé le dessous du pied droit au 2e degré. Pas cool, même si évidemment l'intérêt de ces défis réside précisément dans le fait que Coé prend des risques. L'apport de Coé, c'est que c'est Coé, le comédien ou la vedette qui fait les défis, plus qu'un jeu où des anonymes vont se mettre dans des situations de défi. Mais la mise en scène de défis débiles, ce n'est pas nouveau. Johnny Knoxville est un spécialiste du genre et son Jackass fait passer Coé pour un petit joueur. Et ça, c'était il y a 8 ans sur MTV. Il y a eu une grosse vague d'épreuves débiles et on peut penser qu'en ce moment, il y a une espèce de retour, parce qu'il y a un retour à cause d'Internet, de la culture débile, des petits clips débiles. Revenons à nos animateurs français. Coé blessé a heureusement pu continuer à tourner, merci. Mais comment les productions font-elles pour éviter de se retrouver avec un animateur à l'hôpital? Question posée au producteur de l'émission, Fort Boyard. Nous avons des animateurs, on les assure, mais on leur interdit éventuellement d'aller faire des choses à risque, ou notre assurance leur interdit d'aller faire quelque chose à risque pendant les week-ends quand on est en train de tourner. Quant aux stars invités, c'est leur assurance, leur couverture, je dirais, de leur activité professionnelle qui va dire oui, non, on estime que Fort Boyard est risqué ou on estime que Fort Boyard n'est pas risqué. Rassurez-vous, Coé va mieux. D'ailleurs, il va bientôt pouvoir se reposer puisque La Quotidienne s'arrête le 15 février. Une déprogrammation malgré un score satisfaisant sur la ménagère. Il faut dire que Coé n'a pas démérité. Quelques jours avant de se brûler les pieds, le spécialiste des défis au quotidien s'était déjà mis en danger. Voilà à quoi il ressemblait après un défi paintball. Vous êtes con, mais putain, mais 1 pas 50. Mardi, les patrons de chaînes avaient rendez-vous au Sénat. Intitulé de la table ronde, quelle réforme pour le secteur de l'audiovisuel? On a beaucoup parlé d'argent puisque la question c'est comment financer une télé publique sans pub. Chacun a son avis sur la question et on est encore loin d'une solution. Ambiance, reportage de Karima Hamzaoui. Nouvel épisode et nouveau débat autour de la suppression de la pub sur les chaînes publiques. Un débat qui avait lieu ce mardi au Sénat avec un petit événement média, la présence des patrons des plus grosses chaînes du PAF. Nicolas de Taverneau, cravate rose orangée, patron d'M6. Nonce Paolini, cravate rayée, DG de TF1. Et enfin Patrick de Carolis, arrivé un peu en retard. Ils étaient tous conviés par le sénateur UMP Jacques Valade. Objectif: informer les sénateurs de façon à ce qu'ils prennent conscience de l'ampleur de cette mesure, de ses conséquences. Une table ronde consacrée aux réformes de l'audiovisuel qui avait plutôt bien commencé mais qui a rapidement tourné en joute verbale. Voilà ce que vous avez pu voir sur Public Sénat. Premier point de désaccord, le manque à gagner des recettes publicitaires sur France Télé. Pas 500, pas 600, pas 700, 850 millions d'euros. Dire c'est 850 millions, ça n'a pas de sens. Deux patrons de chaîne pas d'accord sur les recettes publicitaires, mais pas seulement. Ce qui m'a frappé, et je pense que c'est un lapsus dans la bouche de
de Nance Paolini, c'est qu'il imagine le futur de France Télévisions, le futur service public, comme il imagine ses programmes de nuit. Je pense que dans la vision qu'a Patrick de Carolis de la gestion de sa chaîne, il y aurait beaucoup à dire, y compris sur les programmes de nuit. Retour en coulisses, nous avons tenté d'interroger Patrick de Carolis sur ces échanges un peu musclés. Juste un mot, ils ont été un peu durs avec vous. Ah, avec qui? Avec vous. Monsieur Paolini, vous pensez qu'il allait être aussi dur que ça avec vous? Il a été dur, il est inexistant. Inexistant, qu'est-ce qu'il en pense le patron de TF1? Vous avez 5 minutes pour Canal+, du clair. Non. Vraiment juste une question. Est-ce que monsieur de Carolis est un peu seul contre tous? Mon sentiment, c'est que monsieur de Carolis était très très supporté par la salle, étant le leader de la création française, en tout cas c'est ce qui a été dit. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise du financement du service public par d'autres ressources que la publicité est évidemment une bonne décision. En attendant, les débats autour de la suppression définitive ou progressive de la pub sur le service public sont loin d'être finis. Je sens que sur ma gauche, ça bouge un peu. Mercredi, le site internet du Nouvel Observateur mettait en ligne un article diffusant le contenu d'un SMS un peu particulier. Selon le Nouvel Observateur, le président de la République aurait envoyé un message à son ex-épouse, la priant de revenir, et ce 8 jours avant son mariage avec Carla Bruni. La réaction de l'Élysée n'a pas tardé. Jeudi, Nicolas Sarkozy a porté plainte contre le nouvelobs.com. Nous avons voulu recevoir sur ce plateau l'auteur de cet article, Éric Routhier. Il est rédacteur en chef au Nouvel Observateur. Merci beaucoup, Éric Routhier, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et sur ce plateau, bonjour. Bonjour. Quelle a été votre réaction, Éric Routhier? C'est vous qui avez signé donc cet article sur le nouvelobs.com quand vous avez appris que Nicolas Sarkozy portait plainte contre le site. J'étais surtout surpris de l'incrimination pour faux, usage de faux et recel, voilà, qui est tout à fait particulière. On va préciser, c'est une plainte au pénal. C'est un délit qui est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. C'est une première pour un président de la République contre un organe de presse. Plainte pour faux, usage de faux et recel. Ça veut dire que le président nie cette info. Je ne sais pas si ça veut dire ça. Son avocat, Maître Herzog, il dit il n'a jamais envoyé ce SMS. Voilà où on en est. Moi, j'ai mes sources, je confirme. Moi, je n'ai pas fait de faux ni d'usage de faux. Et il faut me prouver que j'ai fait un faux ou un usage de faux. On arrive au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la source. Vous êtes journaliste, donc vous ne citerez pas votre source. Non, je ne citerai pas mes sources. Est-ce que vous pouvez nous affirmer sur ce plateau que l'info que vous avancez, c'est-à-dire le contenu de ce texto et le fait qu'il ait été envoyé donc à Cécilia Sarkozy, c'est du béton, selon vous? Oui, pour moi, c'est du béton. Et d'ailleurs, je sais que Sarkozy n'a pas cessé d'envoyer des messages et des SMS à son ancienne épouse. Vous avez une source, plusieurs sources? Non, mais ça, je ne vous dirai rien de tout ça. Un journaliste doit recouper plusieurs sources. Non, mais ça, je ne vous dirai pas rien qui puisse découvrir ma source ou mes sources. Pour vous défendre devant la justice, on va vous demander d'apporter la preuve. La preuve, c'est la source. Comment vous allez faire? On verra si ça va en justice, jusqu'où ça va. On va voir la suite, puisqu'aujourd'hui c'est une plainte qui est déposée au parquet de Paris. Ça va être saisi par un juge d'instruction. C'est lui qui va décider ou pas d'une information judiciaire. Si, comme vous le dites, ce SMS est vrai, Éric Routhier, un SMS c'est un message privé, et le contenu de ce message est également à caractère privé. Est-ce qu'en prenant la décision de le publier, vous n'avez pas franchi la ligne jaune? Non. Je ne franchis pas une ligne jaune. Ce qui est vrai en revanche, c'est que la nouvelle vie du président de la République, qui mélange sa vie publique et sa vie privée, brouille les cartes, que les journaux d'information comme l'Observateur sont souvent pris un peu à contre-pied, les autres aussi, qu'il faut mettre le curseur quelque part, mais c'est vrai que tout ça est discutable et d'ailleurs discuté. Il y a un signe de tension. Il y a eu le précédent de l'affaire Ryanair où l'image du président de la République et de Carla Bruni a été utilisée. C'est une plainte qui a été déposée au civil pour atteinte à la vie privée. Là, il s'agit d'une plainte au pénal. Pourquoi pensez-vous que le président de la République est allé jusque-là? Quel est le message qu'il veut envoyer? Le message est clair, en tout cas, pour ce qui concerne les autres journalistes, parce que le mot de recel, ça veut dire
ne reprenez pas, ne faites pas la même chose. Donc c'est un message collectif. Mais je vois bien que c'est une offensive générale. Rama Yadeh a eu des mots très durs sur les charognards hier matin. Oui, la secrétaire chargée des droits de l'homme qui a déclaré vendredi à la radio que les journalistes se comportaient comme des charognards. Vous êtes senti visé? C'est moi qu'elle visait, mais c'est toute la profession qu'elle visait à travers moi. Bon, cela dit, Sarkozy a toujours fonctionné dans la confrontation, mais là, je pense, moi, qu'il y a quelque part une perte de sang-froid. Est-ce que ce n'est pas, comme Maître Herzog, son avocat l'a dit, tout simplement taper du poing sur la table, dire on ne veut pas que ça recommence, on n'a jamais traité un président de la sorte? Je pense qu'on a traité les présidents de façon beaucoup plus dure et plus dans le passé. Donc je pense que ça, c'est des arguments médiatiques, mais on verra devant le tribunal. Sur le fond, à supposer que cette info soit vraie, puisqu'aujourd'hui, en dehors de vous qui dites avoir la preuve, on est tous dans la supposition. Est-ce que c'est le rôle d'un journal comme le Nouvel Observateur, avec les réputations qu'il a, de publier cette info? L'attitude du président de la République depuis quelque temps fait que tous les journaux sont dans une situation compliquée. Je ne dis pas que c'est simple. Je n'ai pas eu honte de publier cette information. Je ne suis pas fier d'avoir publié. Je la trouve intéressante parce qu'elle s'inscrit dans un contexte de relations fortes pendant 25 ans. Vous ne considérez pas, pour être très clair, que c'est une information privée? C'est une information privée, à mon avis, qui a un sens sur la vie publique et sur la vie du président. Et je pense qu'il y a un moment où le président de la République, sa vie privée est moins protégeable que celle d'un quidam, parce que il a le doigt sur le feu nucléaire, c'est le président. Vous parlez d'un curseur qui s'est déplacé et selon vous, c'est Nicolas Sarkozy qui est responsable de ce flou entre la vie publique et la vie privée. Est-ce que vous ne jouez pas le jeu finalement de Nicolas Sarkozy en publiant un article comme celui-là, puisqu'aujourd'hui il s'en prend à la presse en disant c'est vous qui fouillez dans ma vie privée, c'est vous qui me poursuivez? Oui, vous pouvez dire ça, oui. Vous pouvez dire ça, mais... Non, est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette question-là? Est-ce que je ne joue pas son jeu? Non, je ne me suis pas posé cette question-là. J'ai eu l'information, j'ai estimé qu'elle méritait d'être publiée dans le web de l'Obs, et on l'a publiée. On ne va pas au-delà. Vous ne vous êtes pas demandé non plus si le risque, ce n'est pas d'être manipulé dans ce genre d'affaires? On pense toujours à ça. Mais le métier de journaliste consiste à se demander, chaque fois qu'on a une information, d'où elle vient, pourquoi, comment, et s'il y a manipulation. Donc, s'il n'y a pas une personne qui avait intérêt à ce que... Ce sont les questions que je me suis posées. Une info vraie ou fausse, d'ailleurs, soit mise sur la place publique, vous vous l'êtes posée. Bien sûr. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez fait un scoop, Éric Routhier? Oui, mais un petit scoop qui est utilisé. Je pense que je suis aujourd'hui instrumentalisé dans une stratégie beaucoup plus globale qui concerne tous les journalistes en ce moment. C'est-à-dire, pour être plus clair, une stratégie électorale, de reprise en main et de rapport de force avec la profession. À vous entendre, vous parlez de direction donnée par le président, de stratégie. Est-ce que justement, le rôle d'un journaliste, ce n'est pas d'être libre, responsable, indépendant, et donc de résister à un climat global? Oui, bien sûr. Oui. Oui, absolument. Et vous considérez que vous le faites? Absolument. Merci en tout cas d'être venu répondre à nos questions sur le plateau de Plus Clair, après le dépôt donc de cette plainte contre le Nouvel Observateur par le président de la République. Merci Éric. Merci. À suivre, après la pub, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Flavie Flament face à Harry Roselmack, l'Observatoire des séries, la télé des voisins, vous retrouverez aussi la Webzone et bien sûr notre invité Pascal Nègre, il est le patron d'Universal France, il est aussi juré de la Starac, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine Flavie Flament, Harry Roselmack, c'est parti, on regarde. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Mac Lesguy, l'émission télé que tu aurais aimé inventer. Temps X des frères Bogdanov. Plutôt le journal de Claire Chazal ou le journal du Hard? Devine. Avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? Laurence Ferrari. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker? Comment s'appelle la fille qui présente la roue de la fortune? Qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta carrière? Trop bonne, trop conne.
Connais-tu une animatrice télé qui s'est fait refaire les seins? Comment s'appelle la fille qui présente la roue de la fortune? Tu découvres que derrière le Père Noël se cache un animateur télé. Ce serait qui? Ce serait le monsieur aux cheveux blancs qui a l'air très gentil, qui présente le journal de la nuit sur France Télévisions. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télé, ce serait laquelle? À la recherche de la nouvelle star, peut-être. Est-ce que toi aussi, comme Michel Drucker, tu aimes les chiens? Je préfère les ours. Est-ce que tu trouves que Julien Lepers en fait trop? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le plus mal habillé? Stéphane Bern. Quel est l'animateur ou l'animatrice du PAF le plus mal habillé? Nagui a eu une très mauvaise période, mais il s'en est remis. La gaffe aussi. Participerais-tu comme candidate à Koh-Lanta? Ah oui, et j'ai été la première à le demander. Avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? Avec à peu près tous les joueurs noirs de l'équipe de France de football. Pour un couple, la télé dans la chambre, tu trouves ça dangereux? Ah, c'est mortel. Allez, chante-moi ton générique de télé préféré. Alors, il y avait une émission qui passait le dimanche après-midi qui était présentée par Sydney. Et le générique, ça faisait à peu près ça. Ça faisait HIP, HOP. Voilà, et puis après, on tournait sur la tête. Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Comment s'appelle la fille qui présente la roue de la fortune? Avec quel animateur ou animatrice météo partagerais-tu un dîner aux chandelles? Où ça? Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Flavie Flamand très prochainement sur TF1. Harry Roselmack, lui, est en duo avec Anne-Sophie Lapix dans 7 à 8. C'est demain dimanche à 18h45, toujours sur TF1. Le charmant Dr Jekyll, derrière lequel se cache le psychopathe Mr Hyde, ça, tout le monde connaît. Alors, quand la télé l'adapte en série, on peut craindre le pire. Mais la BBC a eu la bonne idée de confier l'écriture à l'un des auteurs anglais les plus efficaces. Le résultat, 6 épisodes, et ça débarque sur Canal+, lundi soir. Vincent Calvet. Attention, le docteur Jackman attend quelqu'un. He's coming. Celui qui l'attend, c'est son double maléfique qui prend possession de son corps la moitié du temps. If you kill someone, He won't, why not? because I turned myself. À partir de lundi, on pourra découvrir sur Canal+ Jekyll, une relecture moderne du Dr Jekyll et Mr Hyde. Cette mini-série de 6 épisodes, diffusée en juin 2007 sur la BBC, nous permet de retrouver le comédien irlandais James Nesbitt. On l'avait découvert en 2002 dans Bloody Sunday, le film de Paul Greengrass. Pour passer de Jekyll à Hyde, pas de grande transformation physique. L'acteur se contente juste de jouer différemment. Là, il est Jackman, et là, c'est Hyde. Une prestation qui a valu au comédien une nomination au Golden Globe. La série Jekyll joue sur plusieurs registres. Fantastique, thriller, grand guignol et comédie noire. Just once. Seriously, just bloody once. Could you tell me where you parked? Un éventail très large que l'on doit au créateur de la série Steven Moffat. C'est l'un des grands auteurs de la télé anglaise. On lui doit par le passé la série Coupling, en français Six Sexy. Un titre français pas franchement bien trouvé pour l'une des séries les plus drôles sur les relations hommes-femmes. Steve, tu sais, est-ce que tu le connais bien? Tu es proche de lui? Proche? On est porno-potes. Porno-pote? Au cas où Steve mourrait, la première chose que je devais faire était de courir chez lui et de récupérer tous les trucs pornographiques avant que ses parents aient le temps de les découvrir. Steven Moffat travaille toujours sur des projets pour la BBC, mais il s'est aussi fait un nom à Hollywood. Le réalisateur Steven Spielberg lui a demandé d'adapter pour le cinéma les aventures de Tintin, un projet vieux de 20 ans pour Spielberg. En attendant, vous avez rendez-vous avec Jekyll tous les lundis à 20h50 sur Canal+. Méfiez-vous, Hyde ne sera sans doute pas bien loin. C'était il y a presque 25 ans, on a voulu nous faire croire que les visiteurs étaient nos amis. Nous sommes venus en paix. En 83, la chaîne américaine NBC diffusait la mini-série V. Le succès est historique, en moyenne, 80 millions d'Américains sont devant leur poste pour voir si la Terre est condamnée ou non. V, c'est l'invasion de la Terre par des extraterrestres franchement hostiles qui cachent leur apparence de lézard derrière un costume d'humain. Des reptiles? Stupéfiant. Évidemment, sur Terre, c'est la panique. Eh ben... Je refuse de mourir tant que j'ai pas fait l'amour. À l'origine, les producteurs voulaient en fait créer une mini-série sur l'arrivée au pouvoir du nazisme en Allemagne. Mais suite au succès au cinéma de Star Wars, la chaîne NBC a demandé de mettre un peu de SF dans tout ça. Et s'il ne fallait retenir qu'un personnage de toute cette histoire, ce serait bien sûr elle. Qui, elle?
la machiavélique Diana. Vous nous avez déjà causé beaucoup d'ennuis, monsieur Donovan. Avec ce rôle, la comédienne Jane Balder est devenue une icône mondiale du genre. Elle a été classée 5e dans la liste des personnages de science-fiction les plus marquants jamais vus à la télé selon le magazine TV Guide. Depuis plusieurs années, on annonce souvent la mise en chantier d'une nouvelle mini-série V avec les mêmes comédiens, un projet actuellement en stand-by. On peut toujours se consoler avec les DVD de la mini-série originale qui viennent de paraître en France. On rentre à la base. Dimanche soir, c'était l'événement de l'année pour la télé US avec la diffusion du Super Bowl sur la chaîne Fox. 97,5 millions de téléspectateurs ont suivi cette finale. L'occasion pour la chaîne de faire la promo de la série Prison Break, diffusée le lendemain sur son antenne avec ce spot. Voici Lincoln, Sugar et T-Bag comme vous ne les avez jamais vus. Can you believe it? Finally made it. I'm up, boys. I'm up. Hey, pretty. Time to escape. And all new Prison Break tomorrow on Fox. Cette blague a coûté très cher. Pour être diffusée lors du Super Bowl, il faut dépenser environ 2,5 millions de dollars pour un spot de 30 secondes. Le cap des 7 ans n'est jamais facile à passer et c'est vrai aussi pour la Starac. Audience, candidats, vente des disques, ça pourrait aller mieux. Une semaine avant la finale, nous recevons celui qui est l'un des premiers concernés, celui qui cherche la star de demain, le PDG d'Universal France. Pascal Nègre est avec nous sur le plateau de Plus Clair. Merci beaucoup. Bonjour. D'être venu sur le plateau de Plus Clair. Pascal Nègre, est-ce que vous la tenez, votre star de demain ? Oui, enfin je pense que la sélection des candidats cette année était une sélection forte. Et je pense qu'il y a un certain nombre de candidats qui sont des artistes et qui donc vont avoir le temps de se développer et j'espère rencontrer le succès. Alors l'affiche de cette finale, 100% masculine, Mathieu, Quentin, vous avez un pronostic ? Alors, pour moi, ce sont deux artistes totalement différents. Vous avez Quentin, qui est DJ, qui a une bonne gueule, les filles l'aiment beaucoup. Il a ses chances. Et parallèlement à ça, il y a Mathieu. Beau gosse aussi, qui lui a été nominé 6 fois d'affilée, sauvé 6 fois par le public, qui donc... Oui, il revient de loin, lui. Oui, mais donc, ce qui est génial, c'est que tout à coup, toutes les semaines qui sont passées, il s'est dit, c'est une semaine de rab. Donc, quelqu'un qui est sûrement plus détendu, super voix, d'accord, et puis c'est tout le courant R&B, c'est tout le courant musique urbaine. Je pense que le match va être très serré. Franchement, les deux, a priori, j'aimerais bien faire quelque chose avec. Le problème, aujourd'hui, c'est la vente de disques après. Parce qu'il y a la Starac, et puis après, il y a est-ce qu'ils vendent des disques ou pas. Et on constate que depuis Jennifer Nolwenn et Grégory Le Marchal... Élodie, qui vont bien. Élodie aussi. Ouais. Olivia Ruiz. Voilà, Olivia Ruiz, mais elle n'était pas finaliste. Je parle des vainqueurs. Okay. Eh ben, il y a un problème de vente, de disques. Enfin, pour l'instant, on a sorti quoi ? Il y a eu Magali. Bon, effectivement, l'album n'a pas marché. 17 000 exemplaires, c'est pas ce qu'on peut appeler un succès. Ah oui, non, ça n'a pas marché. C'est un bide. Voilà. Et puis maintenant, il y a Cyril qu'on vient de sortir, qui commence. On a sorti l'album il y a un mois, donc on va sortir un deuxième single. On est à 7 000 exemplaires pour l'instant. Oui, mais laissons le temps aux choses. Alors, pour ceux qui auraient manqué le début de cette Star Academy saison 7, je vous propose de voir un résumé. Allez. En 60 secondes chrono, top, c'est parti. Bon, la Star X7, ça a commencé le 23 octobre 2007. Le premier qu'on remarque, c'est Quentin, parce que ses chaussures ne sont pas de la même couleur. Il y a aussi Sévan qui s'y voit déjà. Sévan remarque Noémie, elle aussi, mais entre eux, c'est compliqué. Bon, j'ai pas envie de faire ça avec elle. Maureen est celle dont tout le monde parle et Alexandra est la première éliminée. Sévan s'y voit toujours et explique à Maureen pourquoi il est un vrai artiste. Je sais ce que je veux. Yael claque une porte. Elle est éliminée. Celle que tout le monde déteste, c'est Noémie. Huée par tout le public. Et Lucie est bien dure avec elle-même. Mais ça s'appelle chier sa chanson. Dojima est éliminée. Bertrand fait des bisous à tout le monde. Alexia s'en va. Tu vas de moi. Noémie est éliminée. Lucie pleure au téléphone. Claudia est éliminée. Quentin se prend la tête. Eva est éliminée. Antoine aussi. Merci beaucoup. Maureen est toujours favorite, mais elle décide de quitter le château. Sévan ne s'y voit plus. Normal, il est éliminé. Tout le monde aime bien Pierre et Alexia. Ils sont éliminés. Voilà. Et Rafi a du mal à s'en remettre. Lucie est éliminée. Elle pleure à nouveau. La semaine d'après, Quentin chante avec Claire-Marie. Lucie revient par surprise. Elle repleure. Pascal Nègre trouve que Mathieu est super. Jérémy est éliminé. Alexia revient. Bertrand est éliminé. Il fait des bisous au public. Claire-Marie a perdu l'appétit. J'ai pas faim. Elle est éliminée. Et la finale entre Mathieu et Quentin, c'est vendredi prochain.
Ça va vite. Aujourd'hui, on a l'impression que pour vendre des disques après la Starac, il vaut mieux quitter la Starac en cours de route que de la gagner. Il n'y a pas qu'un futur pour le vainqueur. Ça, je suis d'accord avec vous. Et c'est d'ailleurs la force de cette émission. Il n'y a pas qu'un artiste qui a du talent, il y en a d'autres. Est-ce que Maureen a du talent ? La réponse est oui, elle a du talent. Est-ce que si elle avait gagné la Star Academy, ça aurait enlevé une once à son talent ? Je ne pense pas. Maureen, c'était la favorite dès le début. Elle a. C'est pas la favorite. C'est clairement, c'est une fille qui a une voix, une personnalité, une tête. Mais aujourd'hui, un Mathieu, un Quentin ou une Claire-Marie ont des univers, ont une personnalité, ont un charisme. Visiblement, en tout cas, vous et la production misaient beaucoup sur elle. Quand elle a claqué la porte, vous y avez vu un acte spontané ou une stratégie de sa part pour faire parler d'elle? Vous savez, c'est pas la première fois qu'il y a des candidats qui quittent. Toute la difficulté, c'est accepter d'être enfermé 24 heures sur 24. Et c'est vrai que l'enfermement, peut être problématique et qu'au bout d'un mois, 2 mois, vous avez envie d'être tranquille, d'être seul et vous pouvez pas. Et est-ce qu'on peut pas faire évoluer ce dispositif, justement, parce qu'une fille comme Maureen... C'est une vraie question. C'est une vraie question et je pense que ça sera une question que devra se poser en démol et TF1. Pour la saison 8, d'ores et déjà ? C'est de dire, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser plus de break aux candidats, histoire qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent dormir. C'est quand vous dormez à 10 dans une même pièce, vous dormez moins bien. Donc ce sont des vraies questions et je pense que là-dessus, oui, le format devra évoluer. Est-ce que Universal sera toujours main dans la main avec la Starac pour cette saison 8 ? On va en discuter. Vous êtes en train d'en discuter, donc c'est pas fait. C'est pas fait, a priori, vous savez, quand on avait fait les 7 premières saisons, pourquoi pas la 8e ? À propos de ce fameux million, parce qu'il y a eu une polémique autour de ce million, que vous versez... vous aviez dit que vous aviez demandé à TF1 de verser peut-être un peu moins. On vous comprend en même temps, après Magali Vaé et Cyril Non, pas là, Sinelou. c'est que quand un marché chute de 50%, c'est pas choquant de donner une avance qui est moindre. Bon, TF1 a refusé, pourquoi ? Parce qu'ils pensent, à juste titre aussi, qu'un million, c'est un symbole. Donc voilà. Mais donc, on continue à verser 1 million d'euros, qui sont en avance, je vous rappelle. Donc, tant qu'on vend des disques sur l'artiste, on ne paye pas le pourcentage que doit recevoir l'artiste tant qu'on n'a pas recoupé ce 1 million d'euros. C'est une somme qui est en discussion, j'imagine, pour la saison prochaine. Ce sont des points qui seraient évoqués. C'est votre société, c'est Universal qui engage l'argent, donc on comprend que... Non, mais aujourd'hui, il y a très peu d'artistes, même chez les grands artistes, qui vous donnent 1 million d'euros d'avance. Christophe Willem, il vend, lui. Oui, Christophe, il vend, c'est bien d'ailleurs. C'est bien qu'il y ait enfin un gagnant de la Nouvelle Star qui vende. Justement, Christophe Willem, il est le gagnant de la Nouvelle Star en 2006. Il fait partie des 3 artistes français qui ont le plus vendu de disques en 2007. La machine à vendre des disques, aujourd'hui, c'est plutôt la Nouvelle Star. Écoutez, moi je veux dire 2 choses. Un, je trouve ça très bien qu'il y ait des émissions dans lesquelles on cherche des artistes et dans lesquelles on fait de la musique. Donc de toute façon, plus il y en a, mieux on se porte. Maintenant, si je fais le bilan aujourd'hui de la Starac et je regarde la Nouvelle Star, globalement, il y a eu pour l'instant un gagnant qui a fonctionné, qui est Christophe. Il était sur le Prime d'ailleurs hier soir. Tout à fait. Tous les autres, pour l'instant, ont connu un bel échec. Nous, il y a un gagnant qui ne fonctionne pas, Magali, et tout à coup, on fait, ça y est, c'est la fin de tout. Restons un peu calmes. Il y a eu récemment un sondage dans TV Grande Chaîne, un face-à-face entre la Starac et la Nouvelle Star. Point fort de la Starac, les duos avec les stars et les chorés de Kamel Wally. Point faible, le jury. Yvan Cassard et Passy qui étaient à vos côtés, c'était d'après vous un bon casting ou un mauvais casting ? Non, moi je pense que c'est un très bon casting. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des professionnels. C'est une allusion au jury de la Nouvelle Star. Oui, c'est pas une allusion, c'est la réalité, c'est que c'est pas un jury professionnel. Mais vous pensez que Lio, Sinclair, Philippe Manœuvre ne sont pas des professionnels de la musique ? Je pense que ce ne sont pas a priori des directeurs artistiques. Oui, je pense que c'est chacun son métier. Ils s'y connaissent quand même en musique, chacun dans leur style et dans leur... Oui, en même temps, je pense que Lio va gagner plus d'argent en participant à ce jury cette année que sur les 10 dernières années de sa carrière en vendant des disques. Vous dites c'est un jury paillettes, c'est un jury people, c'est ça ? C'est un jury people, mais oui, clairement. Et c'est vrai que Philippe Manœuvre, il a une vraie expertise en matière de musique. Oui, dans le rock'n'roll. Enfin, il nous expliquait à l'époque qu'Astatov, c'était formidable et que c'était le nouveau Nirvana. Je ne sais plus où il est, le pauvre Astatov. Bon.
C'est celui qui avait gagné la Nouvelle Star. La Nouvelle Star. Voilà, bon. Donc, si vous voulez, à un moment donné, moi je dis, il y a un jury de professionnels. Cassard, quand il parle aux candidats, si vous le voyez en studio, eh bien, il parle exactement de la même manière aux artistes. C'est l'arrangeur. C'est l'arrangeur, puis il produit des disques. Voilà. Et ce qui est intéressant avec Passy, c'est à la fois l'expérience de l'artiste, mais c'est aussi l'expérience du producteur. Car n'oubliez pas que Passy, non seulement il est artiste, mais il produit. Donc, ce sont vraiment 3 personnes qui ont l'habitude de repérer des talents, de produire des talents. C'est le jugement d'un professionnel de la musique, mais apparemment, ça n'a pas été reçu comme ça par le public. Il n'a pas été convaincu par ce jury-là. C'est ce qu'il dit. Mais parce que le positionnement du jury n'est absolument pas le même. La star de la Nouvelle Star, c'est le jury. La star de la Star Academy, ce sont les candidats, les stars, qui deviennent des stars, et ce sont les artistes invités. Donc le jury, il est plus un référent, et il n'est pas là pour se starifier. Et je trouve ça très bien. Vous faites partie du jury de la Starac 8 ? Je ne sais pas du tout. Vous n'étiez pas très chaud déjà pour la Starac 7 ? Mais non, parce que j'ai un problème de temps. C'est-à-dire que moi, je dirige Universal Music France, mais je suis en fait un des 3 patrons de l'Universal Music International, donc je passe un tiers de mon temps à l'étranger. Et donc j'ai un problème de temps. Voilà. Est-ce que la Starac, c'est un business qui rapporte aujourd'hui à Universal ? En général, la marque Starac. Est-ce que l'ensemble des artistes et des disques que l'on a produits a rapporté de l'argent à Universal Music ? Oui. Oui. Heureusement, quand vous vendez des... Attention, Star Academy, c'est quasiment une dizaine de millions d'albums vendus. C'est énorme. Donc, et oui, évidemment qu'on a gagné de l'argent avec. Sûrement moins que TF1 en démol, mais ce qui est normal, parce que c'est eux qui ont le programme et qui diffusent. Mais découvrir des nouveaux artistes et faire que ces artistes fonctionnent, oui, on gagne de l'argent avec, heureusement. Merci Pascal Nègre d'avoir répondu à nos questions à la veille donc de la finale de la Starac 7. Les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. Merci beaucoup. On va passer à tout à fait autre chose. La télé des voisins. Sans sein, il n'y a pas de paradis. C'est le titre provoque d'un feuilleton diffusé à la télévision espagnole. Série inspirée d'une telenovela colombienne. Drogue, prostitution, femmes battues, c'est trash. Alors, forcément, ça fait un carton. Karima Abzaoui. Grosse poitrine, sexe, drogue et violence, voici le savant cocktail de la série qui cartonne actuellement en Espagne. Elle est diffusée tous les mercredis soirs à 22h sur Telecinco. Son titre, Sin tetas no hay paraíso, traduisait sans nibar, pas de paradis. Uy, ¿dónde guardas eso cuando te enrollas con un chico? No sé, ¿por qué no lo dices tú, que tienes más experiencia? Ay, es verdad. Se me olvidaba que La Princesita no se ha estrenado todavía. L'histoire, c'est celle de Catalina, une jeune étudiante blonde qui rêve de se faire refaire les seins en plus gros, bien sûr, parce qu'elle est persuadée que cela lui ouvrira les portes de la réussite sociale. Pour y arriver, Catalina va faire n'importe quoi, se prostituer, sortir avec un narcotrafiquant, la totale quoi. Me quedaría yo por vivir en esta casa. Une série qui plaît car le genre est un peu novateur. C'est une sorte de mix entre une telenovela un petit peu classique, c'est-à-dire avec un niveau de dialogue assez bas de gamme, avec une mise en scène qui est quand même pas super inventive, mais des thèmes plus réalistes et un ton quand même un peu plus sérieux. Mais parfois franchement trash, comme dans cette scène de viol diffusée dès le premier épisode de la saison 1. Sin tetas no hay paraíso était d'abord un best-seller, puis en 2001, la Colombie en fait une telenovela réunissant plus de 6 millions de téléspectateurs par épisode, et voilà ce que ça donnait. Si vos no hubieras coronado y no te hubieras ido del barrio y hubieras conseguido todo esto que conseguiste, vos hubieras pedido la niña así como yo, pues con tetas y todo. ¿La hubieras pedido igual? No sé, yo hablo por lo que soy hoy, por lo que me gusta hoy. L'Espagne surfe donc sur une valeur sûre, même si ce n'était pas gagné d'avance. Quelques polémiques ont en effet entaché le démarrage de la série sur Telecinco. Jerónimo Saavedra, un homme politique espagnol, avait par exemple demandé qu'elle soit retirée de l'antenne, car selon lui, trop dégradante et rétrograde pour la femme. ¿Pero eso a quién le importa? ¿Os habéis fijado en el culito que le hacen los pantalones, tíos? Yo me lo pido, ni lo sueñes. El duque es mío. En attendant, c'est la chaîne américaine NBC qui vient de racheter les droits de cette série. Une adaptation est actuellement en cours et devrait être diffusée en 2 langues, espagnol et anglais, sur un network américain. Bref, une autre série colombienne qui pourrait bien connaître le même succès que celle-ci, Ugly Betty bien sûr.
L'autre star de la campagne présidentielle américaine, c'est Katie Couric. La présentatrice du JT du soir sur CBS a eu une idée, poser des questions toutes simples aux candidats et mettre ses interviews en ligne. Résultat, des hommes politiques sans langue de bois, on s'en ferait presque des amis. Extrait, Théodore Bourdeau, Karima Hamzaoui. Quoi de neuf dans la webzone? Elle, c'est Katie Couric, la présentatrice vedette des news sur CBS, la Claire Chazal ricaine quoi. Elle vient de lancer une web télé sur le site de partage YouTube. Hello YouTube. Katie Couric propose en exclu des interviews de candidats à la présidentielle américaine. Obama, Clinton, Romney et tous les autres répondent à des questions qui sortent un peu du cadre de l'entretien politique classique. We asked them about the worst advice they've been given by someone else, and here's what the candidates had to say. I mean, I've gotten lots of bad advice about various hairstyles. Oh, you've got to try this. I never really was frankly all that knowledgeable about what you might call style. Autre question posée, quand pour la dernière fois avez-vous perdu votre calme? Et là, candidat ou pas, les politiques américains répondent comme nos voisins de palier. Oh, that's a hard question. Honestly, the last time was when our dog woke me up at 5 o'clock to put him out. I was not happy about that. Probably yesterday. If I am mad at Michelle, then she is probably mad at me too, and I'm probably the one who's wrong. You know, I've kicked a door a couple of times. I remember kicking a door the other day. 40 000 visites pour ces confessions, ça n'a pas suffi à départager Hillary Clinton et Barack Obama cette semaine lors des primaires du Super Tuesday. Enfin dans la webzone, la vidéo virale du moment nous vient de New York. 200 personnes qui s'immobilisent en même temps dans la plus grande gare de la ville. C'est le projet d'un collectif d'improvisation et voilà ce que ça donne. My God, there's hundreds of people frozen everywhere. No, they are not moving. I can't move my car. I need some help. 5 minutes plus tard, tout le monde repart. Derrière ce happening géant, un groupe de comédiens qui utilisent Internet depuis 2001 pour promouvoir des événements sans queue ni tête. That is the weirdest thing I've ever seen. Ici, une manifestation de roues. Ou encore une invasion du métro new-yorkais par des sans-culottes. Grâce au web, les organisateurs ont recruté plus de 3000 internautes pour participer à leur impro. Voilà, plus clair, c'est fini. On prend le café avec Pascal Clark dans un instant. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.